Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première session, la session d'ouverture de la Semaine de l'égalité co-organisée par Marie-Claire et le Connecting Leaders Club à l'occasion de notre grand appel pour l'égalité. Nous allons commencer aujourd'hui par une table ronde sur le thème « Comment réinventer le leadership pour une entreprise plus inclusive et égalitaire ?» Et pour répondre à cette question très importante, j'ai la chance d'avoir à mes côtés des invités prestigieux. Laissez-moi vous les présenter. Thierry Mallet, directeur général du groupe Transdev. Gwenaëlle Avis-Huet, directrice générale adjointe d'Engie et CEO d'Engie USA. Olivier Derrien, directeur général de Salesforce France. Philippe Zawati, qui est le directeur général de Mirova, filiale de Natixis IM, spécialisée dans la finance durable. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que nous devions avoir une autre personne, une autre femme dirigeante d'entreprise qui malheureusement a été diagnostiquée Covid et donc qui n'a pas pu être des nôtres. C'est important parce que pour un souci d'exemplarité, nous considérons aussi que nous aurions aimé avoir la parité sur ce panel. Donc, ma chère Gwenaëlle, vous allez avoir la lourde tâche, mais je suis sûre que vous ferez ça très bien, de représenter aujourd'hui 50% de l'humanité. On compte sur vous. Alors, la ministre qui vient s'exprimer l'a dit tout à l'heure, le coût des inégalités en France est immense, 150 milliards d'euros. Et pourtant, la directrice du FMI a lancé l'alerte fin juin. La crise du Covid, la crise économique, risque de mettre à mal les 30 années de progrès que nous avons mis en place en termes d'égalité femmes-hommes, à la fois en termes d'emploi, à la fois en termes d'ambition pour les femmes au sein de l'entreprise. Ce n'est pas acceptable. Il faut impérativement aller plus vite, plus loin, pour ne pas régresser. Les chiffres aujourd'hui restent encore très préoccupants. Vous le savez, la ministre l'a rappelé tout à l'heure, les 3/4 de l'état-major des entreprises de plus de 500 salariés sont tenus par des hommes. Ils représentent 80% des comités de direction et 86% des PDG des 120 plus grandes entreprises mondiales sont des hommes. Autre chiffre préoccupant, l'écart salarial entre les femmes et les hommes reste de 25% et à compétences égales, il reste encore plus de 9% de différence. Alors, mesdames et messieurs, vous faites partie de ceux qui sont en capacité d'agir. En tant que dirigeants d'entreprises à la fois publiques et privées, vous pouvez montrer l'exemple pour faire mentir ces tristes prévisions et participer à créer des entreprises plus inclusives et égalitaires. Vous êtes partenaire du think tank Agir pour l'égalité. Votre présence à nos côtés est à la fois un signe de prise en considération de ces chiffres, mais aussi de volonté d'agir. C'est pourquoi, ensemble, nous allons dans un premier temps regarder comment, en tant que leader, vous pouvez participer à changer cet état de fait, les freins qui sont les plus importants, mais aussi les actions que vous mettez en place pour changer la donne et créer tous ensemble un monde plus égalitaire et apaisé. Et je vais commencer par vous, Gwenaëlle. Gwenaëlle, je l'ai dit, vous avez un pied en France et un pied aux États-Unis. Engie a pour ambition de contribuer à un monde plus harmonieux en se positionnant de manière proactive sur les sujets tels que l'environnement et l'égalité. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une différence de vision de la notion de l'égalité et de la diversité entre la France et les États-Unis? Je vous remercie, c'est une question particulièrement d'actualité. Il y a quelques mois, un mouvement de fond créé et suscité énormément d'émotions dans notre entreprise. Le mouvement Black Lives Matter. Un mouvement où finalement, quand on parle de diversité, on parle de diversité dans les communautés. On parle de gender equality, mais on parle aussi de la lutte contre le racisme. C'est une notion beaucoup plus transversale et c'est une notion aussi très émotionnelle dans la société américaine. C'est un petit peu différent de nos référentiels en France. On parle beaucoup du gender equality, effectivement, donc l'égalité homme-femme, et c'est une lutte. Et effectivement, il nous faut prendre des actions, il nous faut mesurer, il nous faut corriger, il nous faut avancer. Mais de manière générale, ce qui fait la force de nos entreprises, c'est la diversité au sens large. La diversité d'opinions, la diversité d'histoires, et puis la diversité dans les communautés que nous avons dans nos entreprises. Alors finalement, une expérience comme celle que j'ai pu vivre ces derniers mois avec Black Lives Matter, ça nous fait porter un regard différent sur nos entreprises. Comment les rendre plus inclusives?
Comment les diversifier? Eh bien, dans un mouvement comme celui-là, je pense que l'entreprise peut faire changer la société et doit faire changer la société. Comment y arriver? Rassembler. En tant que dirigeante d'entreprise, j'ai dû prendre position. Ma position, c'était de rassembler l'ensemble des entreprises énergétiques américaines, européennes, sur le territoire américain, très engagées dans la lutte contre le changement climatique, parce que les engagements sociétaux, les engagements sociaux, les engagements écologiques, c'est une lutte commune. On n'y arrivera que si nous sommes alliés. C'est important ce que vous dites, Elisabeth, parce que, en fait, vous avez pris position. Et un sondage qui a été fait juste après le Covid disait que les citoyens, mais aussi les consommateurs, attendent aujourd'hui de leurs leaders des prises de position fortes, à la fois en termes d'environnement, mais également en termes d'égalité et de diversité. Donc vous pensez aujourd'hui que c'est le rôle d'un leader de pouvoir prendre position sur des questions comme celle-ci? Non seulement c'est notre rôle, mais c'est un élément de fierté pour nos collaborateurs, c'est un élément d'attractivité de nos entreprises. Et donc l'ensemble de nos patrons européens, américains sur le territoire américain, eh bien, nous avons pris des engagements, nous avons fait un manifeste, nous avons fait évoluer le mouvement pour donner un sentiment de fierté à nos collaborateurs que nous étions en capacité de dire les choses et de faire bouger les lignes. Et quand je dis ça, eh bien, c'est la lutte contre le racisme, c'est l'égalité des chances, la promotion de l'égalité des chances dans nos entreprises à travers des actions concrètes. Olivier, c'est un discours qui doit vous parler, parce que vous représentez Salesforce, à la fois au niveau international, où votre président Marc Benioff en a fait un des fers de lance de sa réussite, mais aussi au niveau national, parce que je dois le dire, vous avez été notre premier soutien, donc l'égalité, je sais que ça vous tient à cœur aussi au niveau personnel. Vous pensez aussi que c'est le rôle aujourd'hui des entreprises et des leaders de faire bouger la société et de prendre position? Oui, j'adore tout ce que vient de dire Gwenaëlle, et Gwenaëlle ne veut pas y arriver seul, et on ne va pas y arriver seul. On va y arriver en s'associant les uns avec les autres, et en faisant en sorte d'expliquer clairement, comme Gwenaëlle vient de nous le dire, la vision qu'on a sur ces sujets. Je dirais même qu'il me paraît fondamental que chaque entreprise, chaque organisation en ce moment, en période de crise, alors crise Covid, mais aussi crise de confiance qui existait auparavant, avant la crise de Covid, envers les politiques ou la politique et envers même les dirigeants. Ces deux crises sont des énormes opportunités de faire un reboot, de repenser les valeurs de chaque société, de chaque organisation. Pourquoi l'égalité ou la confiance ne sont pas dans les valeurs clés de 99% des entreprises. Une des raisons pour lesquelles je suis si fier de travailler chez Salesforce, c'est que et confiance et égalité font partie des 4 valeurs clés de cette société. Donc pour vous, la meilleure façon de lutter contre la crise des élites... C'est d'abord d'être clair avec ces valeurs. Et ensuite, si je peux me permettre, et j'arrêterai là, parce que sinon je vais parler 1 heure, ensuite c'est que les actions suivent les mots. Trop, en ce moment, trop de personnes, mais c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose que les gens parlent de plus en plus de tout ça. Attention à ce que les actions suivent bien les propos. Absolument. Philippe Zawati, vous êtes à la tête de la société de gestion Mirova et vous avez parié sur la finance verte, mais aussi pour le fait d'encourager vos clients à choisir des entreprises qui avancent sur la question de l'égalité. Donc, quel est le rôle exactement de votre fonds et est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience dans la finance aussi de la nécessité de changer la donne? Oui, en fait, il y a une double responsabilité au niveau du monde financier, parce que il y a la responsabilité des financiers en tant qu'employeurs, de la même façon que les autres secteurs, et on sait qu'on part de loin dans la finance. On sait qu'il y a un déficit évident d'égalité, à la fois salariale, de présence féminine dans certains types de métiers qui sont d'ailleurs particulièrement les plus rémunérateurs des métiers financiers. Donc, au niveau des financiers employeurs, il y a énormément de choses à faire pour améliorer les choses. Mais finalement, le rôle de la finance, c'est aussi d'investir et d'avoir un impact sur les autres secteurs. Et c'est ça c'est le message de la finance durable depuis toujours, sur ce sujet-là, mais sur l'ensemble des autres sujets, changement climatique, l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux. Nous avons un pouvoir en tant qu'investisseurs d'influencer
de pousser l'agenda de ce type de sujet. Donc c'est exactement ce qu'on a fait à travers un fonds qu'on a créé l'année dernière, qui consiste à investir, à accompagner les entreprises qui précisément sont les mieux disantes sur le sujet de l'égalité, et notamment, on y reviendra peut-être, celles dans lesquelles les femmes représentent un poids, enfin une proportion suffisante, importante au sein des organes de direction. Pas le conseil d'administration, mais les organes de direction. Absolument, vous nous en parlerez tout à l'heure justement. Thierry Mallet, vous êtes à la tête d'une très grande entreprise publique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France aujourd'hui, on a pris la mesure de la question de l'égalité et de la diversité et surtout du rôle social des leaders des entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les grands patrons français doivent prendre position sur ces questions-là, publiquement? Alors je pense que nous avons l'obligation de prendre position, c'est très clair. Si je témoigne du point de vue de Transdev, je pense qu'on est encore un peu en retard. Très humblement, aujourd'hui, on est plutôt dans l'ensemble du groupe à 25% de femmes dans tous les postes, qu'il s'agisse d'ailleurs de conducteurs, un peu plus au niveau du management du groupe, où on est à peu près à 30%, mais on reste effectivement très sous-représenté, ne serait-ce que par rapport à nos clients. Dans les transports publics, on a 60% de clientes. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est très sous-représenté par rapport aux gens que nous transportons tous les jours. Donc on a un vrai gap qu'il faut compenser. Et moi, je pense qu'il faut le compenser pour plusieurs raisons. La première, et on l'illustre bien aujourd'hui avec cet échange aujourd'hui, c'est que la force d'une entreprise, la force d'une communauté, c'est la différence. La différence, elle vient du genre, elle vient de la culture, elle vient de l'expérience. Et cette différence, c'est une différence effectivement de points de vue qui s'affrontent et qui font que les solutions auxquelles on arrive sont meilleures, plus résistantes, plus résilientes. C'est plus compliqué d'arriver à cette solution, mais elle est généralement beaucoup plus robuste, à condition qu'il y ait du respect. C'est-à-dire que le but de faire accéder des femmes à des postes de direction, de faire accéder des gens avec des cultures, des origines diverses, c'est effectivement en respectant la différence. Ce respect de la différence est un élément très très important. Le but, c'est pas qu'on soit tous pareils à l'arrivée, et je pense que c'est une motivation forte. Deuxièmement, dans le transport public, notre métier, notre vocation, la raison d'être d'une entreprise comme Transdev, c'est de donner à chacun la liberté de se déplacer chaque jour en toute sérénité, effectivement, et en respectant le bien commun. Et on voit bien que pour tous et partout, nous oblige aussi à l'intégrer, pas simplement vis-à-vis de nos clients, mais en interne, si on veut être totalement aligné par rapport à l'objectif qu'on a. Et c'est pour ça qu'on a commencé, mais je pense qu'on y reviendra, à essayer de progresser sur ce chemin-là. On en est au démarrage, il y a quand même des pistes positives qui arrivent, et j'ai très très envie, moi, d'échanger, de comprendre de ceux qui ont un peu d'avance, pour moi-même essayer d'accélérer sur cette évolution. Merci beaucoup, cher Thierry. Je voudrais saluer votre présence parce que c'est vrai que le rôle du think tank, c'est pas simplement de dire que tout va bien, mais c'est aussi d'accompagner les entreprises comme les vôtres qui ont pris conscience qu'il y avait du retard à trouver les solutions, être une boîte à outils pour vous, pour progresser sur tous les sujets. Elisabeth, alors vous êtes... Gwenaëlle, pardon, excusez-moi. Gwenaëlle, vous venez d'un secteur d'ailleurs comme vous tous, de secteurs où les femmes sont sous-représentées. Le transport, l'énergie, la tech, la finance, vous avez tous des progrès à faire pour attirer plus de femmes. Et vous, Gwenaëlle, vous êtes à la tête d'une entreprise de l'énergie, à la fois aux États-Unis et vous êtes directrice générale adjointe en France. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager un petit peu votre parcours ? Quel conseil vous aimeriez donner à toutes les femmes qui nous regardent, mais aussi aux hommes qui ont envie de faire progresser leurs collaboratrices pour réussir dans un domaine comme celui-ci? Alors, la première clé pour y arriver, c'est déjà avoir confiance et ne pas se reposer uniquement sur soi-même, mais accepter de faire partie de réseaux, accepter d'être appuyé, accepter d'être entouré. Et puis en tant que patronne, c'est aussi prendre des actions concrètes. Je suis arrivée en Amérique du Nord, nous n'avions pas de congé maternité. Comment est-ce possible d'attirer les femmes aujourd'hui dans un pays où le congé maternité n'est pas quelque chose d'acquis? Première des choses que j'ai mis en place, c'est le congé maternité aux États-Unis, une révolution dans notre entreprise. Et pour autant, ce sont des actions comme ça qui ont été portées et que nous avons la chance d'avoir en France, que nous devons déployer dans d'autres géographies pour faire en sorte que les femmes aient confiance à rejoindre nos entreprises. Le deuxième sujet au sens large, c'est la parentalité. Moi, j'ai eu des jumeaux au moment où j'ai été nommée patronne d'entité opérationnelle. À ce moment-là, on se demande, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est notre rôle?
Est-ce qu'on va être une bonne maman? Eh bien, dans ces moments-là, c'est aussi important d'avoir une entreprise qui met à disposition des boîtes à outils pour nous accompagner dans notre parentalité. Chez Engie, nous avons mis en place, par exemple, des crèches dans une tour, des crèches de proximité, pour nous donner confiance qu'effectivement, l'entreprise était là pour nous accompagner. Ce sont des petits gestes comme cela que nous devons mettre en place en tant que dirigeants d'entreprise. Et puis, c'est aussi l'aspect économique. On part en congé maternité, finalement, on se demande, est-ce que nous allons avoir les mêmes primes qu'avant? Eh bien, nous nous sommes engagés à justement compenser, à regarder l'année passée et promouvoir, donner les mêmes primes que l'année passée avant le congé maternité. Et puis, c'est pousser à l'entrepreneuriat, à l'intrapreneuriat à l'intérieur de nos sociétés, à l'intérieur de nos entreprises. L'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement pour les hommes, c'est pour les hommes et les femmes. Tout le monde a le droit de développer son activité et nous devons les accompagner. Très important ce que vous dites, on reviendra d'ailleurs sur l'intrapreneuriat tout à l'heure. Vous êtes un rôle modèle, hein, Gwenaëlle. C'est important parce que vous êtes une inspiration pour beaucoup de femmes. Vous avez raison, la question de la confiance en elles reste encore un élément essentiel. Hein. Je vois Olivier et Thierry qui ont l'air d'être d'accord avec ça. Et il est important de montrer qu'on peut être à la fois une patronne d'entreprise, une maman, et que ce n'est pas contradictoire. Vraiment, je vous remercie pour votre témoignage. Olivier, c'est pareil, hein, la tech a beaucoup à rattraper. Ça fait partie des secteurs, alors même que la tech va créer énormément d'emplois et que l'intelligence artificielle est en train de façonner le monde. C'est un secteur où, loin de progresser, on régresse. Il y a de moins en moins de jeunes femmes qui veulent se diriger vers la tech et de moins en moins de femmes qui ont commencé leur carrière qui veulent y rester. Alors vous, chez Salesforce, et vous, Olivier, en tant que leader de cette entreprise, comment vous faites pour attirer plus de femmes dans votre secteur et susciter des vocations? Je crois que, en effet, le secteur de la tech est un des secteurs les plus touchés, où il y a le moins de femmes. C'est dingue parce que c'est un secteur où il y a tellement de choses à faire. Une des premières raisons, c'est sans doute que la plupart des gens assimilent la tech aux codeurs. Alors, j'ai rien contre les codeurs, il y a des codeurs et il y a des codeuses, mais il n'y a pas que des postes de codeurs dans la tech. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans la tech sans être expert en code. Et même les femmes peuvent être de très bonnes codeuses. D'ailleurs, je viens de le dire, les femmes peuvent être experts en code, mais il n'y a pas que ça. Et donc, c'est un des vrais obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il faut être clair, comme je disais tout à l'heure, sur les valeurs. Et ensuite, il faut tout faire pour prendre des décisions et, autant que faire se peut, montrer l'exemple. Alors, il y a 6 ou 7 ans, moi je suis chez Salesforce depuis 10 ans, je me suis aperçu que le comité de direction était à 85% d'hommes et j'en ai eu marre de faire les choses lentement, donc j'ai décrété que le comité de direction allait être 50-50 hommes-femmes. Pour donner une impulsion, on a donc travaillé sur un processus, on a demandé à des femmes, chez nous, aux femmes, s'il y en avait qui voulaient être candidates, quelle que soit leur position dans notre société, pour être membres du comité de direction avec la même voix que n'importe quel autre membre du comité de direction. Ipso facto, comme les hommes qui étaient au comité de direction n'étaient pas si mauvais, ils n'ont pas été remerciés, mais on a agrandi le comité de direction. Et agrandi le comité de direction en étant, au lieu de 6 ou 7, 12 ou 13. Et 50% d'hommes, 50% de femmes dans le comité de direction. Thierry le disait tout à l'heure, quand la différence est une force, s'il y a le respect, s'il y a l'écoute, s'il y a la bienveillance. Donc c'est la première décision majeure que j'ai prise il y a 6 ans pour montrer que ce n'était pas que des mots. Ensuite, on a pris des décisions. Et est-ce que vous avez plusieurs femmes qui ont postulé? Alors, on a retenu à ce moment-là 5 femmes, on en a 25 qui ont postulé. Donc, il y a eu un circuit de recrutement open, classique, avec des panels, par exemple, hommes-femmes. Aucun panel, aucun interview collectif sans hommes-femmes de l'autre côté. On a aussi pris une initiative assez marrante que je partage ici, c'est de demander aux femmes de rédiger les job desks. La description des jobs. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que pour un même job, quand une femme le décrit ou quand un homme le décrit, ce ne sont pas les mêmes mots. Et ça nous permet d'attirer plus de femmes. Parce que ce sont des femmes qui parlent mieux. Ça fait partie de nos propositions d'ailleurs, hein, du livre blanc. Bien entendu, vous savez que je fais partie de tous ces comités avec d'autres et que c'est une des propositions qui a été retenue par le think tank. Et tant mieux parce que ça peut marcher. Ça peut marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le congé paternité dont on parlait tout à l'heure, ou vous avez parlé, Gwenaëlle, du congé maternité, mais le congé paternité, c'est ce qui vient juste après. On en parlera peut-être un peu plus, mais c'est fondamental d'aller beaucoup plus loin que la loi là-dessus.
Et j'ai des Rappelez, retours chez d'expérience. Salesforce, c'est combien de Chez semaines? Salesforce, c'est 12 semaines le congé paternité. Pas mal, Et quand non? on est du même genre dans un couple, un des deux doit dire qu'il est pris un et l'autre deux. Si vous voulez, les deux peuvent bénéficier du congé sur volontariat. On nous dit par déclaration si on est un ou deux. Mais les deux bénéficient dans le même couple de même genre des mêmes congés. Merci beaucoup Olivier et pour aussi ces propositions très concrètes, je vous reconnais bien là. Alors Philippe, vous représentez aussi Natixis, on le sait, la finance historiquement marquée par une sous-représentation des femmes. Il semblerait que beaucoup de femmes aient moins d'appétence dans ce secteur. Pourtant, et je voudrais le noter, puisque Natixis aussi travaille avec nous maintenant depuis 2 ans, Natixis a été classée première banque du palmarès de féminisation des instances dirigeantes du SBF 120, réalisé par le secrétariat d'État. Et ce classement a salué les progrès et les efforts réalisés pour féminiser les cercles du leadership et favoriser l'égalité salariale. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé, à part bien entendu participer au think tank Agir pour l'égalité, qui a certainement joué un grand rôle. Certainement. Mais comment vous avez fait concrètement pour pouvoir attirer plus de femmes dans la finance et chez Natixis? Alors il y a plusieurs choses. Il y a attirer plus de femmes et puis faire progresser les femmes dans les instances dirigeantes. Absolument. C'est deux enjeux qui sont un peu, enfin évidemment complémentaires mais différents. Faut d'abord qu'elles viennent pour qu'elles puissent progresser. Alors, pour qu'elles viennent, il faut évidemment partir du point de départ et donc notamment recruter plus de femmes parmi les jeunes diplômés. Donc là, il y a un objectif qui a été fixé au niveau de Natixis, qui est de faire 50-50 au niveau des embauches de jeunes diplômés. Ce qui est d'ailleurs pas forcément extrêmement facile aujourd'hui dans certains métiers de la finance et de la banque, dont on sait que on va les chercher principalement dans les écoles d'ingénieurs, quand on sait qu'il n'y a que 30% de filles aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, on a effectivement un vivier qui est insuffisant. Et donc, une des choses qu'il faut faire aussi, c'est travailler sur cette éducation, montrer des exemples, montrer des modèles pour attirer plus de féminisation dans ce type d'études. Donc, effectivement, créer du vivier depuis le démarrage. L'autre élément, c'est faire progresser les femmes dans l'entreprise. Et ça... Très clairement, il faut se fixer des objectifs. On parlera peut-être du fameux mot de quota, mais avant de parler de quota, finalement, un quota, c'est quoi? Un quota, c'est un objectif qu'on est obligé d'atteindre. Dans la finance et dans l'économie, on aime bien les objectifs sur plein d'autres sujets, sur des sujets financiers, de résultats, etc. On se fixe des objectifs et on a souvent très envie de les atteindre. Et bien, c'est pareil dans ce domaine-là. Il faut se fixer des objectifs et les atteindre. C'est ce que Natixis a commencé à faire. Avec des premiers résultats, effectivement, alors on n'est pas à 50-50 au niveau de Natixis comme chez Salesforce au niveau du comité de direction, mais il y a 30% de femmes dans le comité de direction de Natixis qui était l'objectif qui avait été fixé. Il a été atteint. De la même façon, dans les cercles suivants, on est aussi à des niveaux qui sont proches de 30%. Et il faut aller plus loin en se fixant de nouveaux objectifs et en les atteignant. Voilà, je pense comment il faut travailler en interne. Alors après, il y a évidemment tout un tas de choses qui permettent cette progression. Créer effectivement des rôles modèles en interne, accompagner, faire du mentoring, créer des parcours de leadership. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui permettent sur effectivement... les propositions très concrètes, on reviendra tout à l'heure. Mais j'aimerais aussi donner la parole à Thierry. Vous l'avez dit tout à l'heure, Thierry, vous êtes dans un domaine, le transport, où 60% des voyageurs sont des voyageuses, alors qu'elles ne représentent que 25% du personnel chez tous les opérateurs de transport, d'ailleurs. Donc il y a un vrai besoin de pouvoir créer de l'attractivité dans votre domaine. Je sais que vous y êtes très sensible et que vous commencez vraiment à y travailler. Alors, quelles sont pour vous les mesures, à votre avis, qu'il faut mettre en place pour attirer les femmes dans votre domaine? Les mesures que nous avons mises en place depuis maintenant un peu plus d'1 an et qui commencent à porter leurs fruits. Les premières mesures, ça a été effectivement maintenant sur tous les recrutements, sur toutes les promotions, on s'est mis une règle interne de 50%. C'est-à-dire qu'on veut qu'à la fin de l'année, quand on fait un bilan sur toutes les promotions qu'on a pu organiser, sur tous les recrutements externes, on soit sur un ratio de 50-50, ce qui nous oblige aussi dans les procédures à s'assurer qu'il y a toujours des femmes juste à la phase finale de choix des candidats ou des candidates en interne. Et ça marche bien. Le premier résultat, c'est que maintenant, au niveau du top 100 du groupe, on est aujourd'hui à 30%. On s'est donné l'objectif, effectivement, d'atteindre 50% en 5 ans. Dans ce qui est un objectif, c'est une gageure, parce énorme, que ça va. Mais voilà, on veut, donc bravo. ça veut dire que ce ratio de 50%, il faudra peut-être le porter à 60% pour y arriver.
mais on veut effectivement accélérer la féminisation de nos instances. Ce qu'on a fait également, c'est qu'au niveau des grands pays du groupe, on a aujourd'hui, sur les 6 premiers pays du groupe, il y en a 2 qui sont dirigés par des femmes, la Suède et les États-Unis. La Suède, pour nous, est un vrai rôle modèle parce qu'au sein de la Suède, effectivement, 85% des membres du comité de direction en Suède sont des femmes. Et par ailleurs, la Suède est aussi le pays le plus vertueux sur le plan écologique. Hein. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se rejoignent, que l'écologie et quelque part l'égalité homme-femme ne sont pas loin. Et donc on utilise également ces différences pour pouvoir essayer de progresser. Le deuxième pays dans lequel effectivement la femme est à la tête de l'organisation, ce sont les États-Unis, où on a également une femme à la tête du comité de direction. Et on va aller de plus en plus dans ce sens-là. On a un enjeu qui est un petit peu différent, mais que je voudrais évoquer aussi, c'est celui des enjeux de harcèlement. Je ne parle pas au sein de l'entreprise, mais je parle vis-à-vis dans les moyens de transport. On sait aujourd'hui, on a des chiffres assez mauvais. Hein. On a des chiffres qui sont remontés par la Fédération des usagers des transports qui montrent que 87% des femmes ont été victimes d'une forme de harcèlement dans les transports publics. Donc on voit bien qu'on a aussi un gros travail à faire, pas simplement au sein de l'entreprise, mais vis-à-vis de nos clients. Et ça, c'est un élément très important parce qu'on a parlé lors de nos ateliers de cette question-là, et les femmes nous disent elles ne peuvent pas arriver avec la même compétence, avec la même concentration au travail, si elles ont été harcelées sur les transports publics. Et donc cette prise de conscience d'opérateurs comme la vôtre, elle est très importante pour aider aussi les femmes au sein du monde professionnel à être plus performantes. Là, on pourra en revenir. Donc, on a pris un certain nombre de mesures parce que c'est un élément important là, de notre mission de base. Et le fait d'avoir également plus de femmes chez nous aide aussi à mieux prendre en compte ces enjeux-là et à mieux les respecter et à trouver les bonnes solutions. J'allais dire qu'un homme ne peut pas trouver, on n'a pas forcément la bonne sensibilité. Et c'est la force de la différence. Il faut qu'on soit comme nos clients pour les comprendre et mieux les accompagner. Donc vous lancez un appel à toutes les femmes qui nous regardent. Venez dans le transport. C'est un environnement qui devient de plus en plus favorable pour elles. Alors, de fait, les femmes sont déjà majoritaires, donc j'ai pas besoin de les inviter à venir, mais j'ai surtout envie de leur dire, on va avec vous rendre le transport plus sûr pour que ce soit plus agréable, que vous alliez travailler dans de meilleures conditions, que vous y déplaciez dans de meilleures conditions. C'est ça mon combat. Faire carrière chez Transdev. Pourquoi pas, avec plaisir. Merci. Gwenaëlle, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pris des mesures fortes. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelles sont pour vous les 3 mesures les plus importantes qui ont changé la donne au sein de votre entreprise? Et puis peut-être nous dire les propositions qui vous sont semblées les plus percutantes dans notre livre blanc. Oui, également, effectivement, en tant que dirigeant d'entreprise, le premier élément que j'ai demandé, que j'ai exigé, c'est connaître les chiffres. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? En fait, c'est pour connaître la granularité du développement des femmes au sein de nos entreprises. C'est pour mieux corriger les écarts, c'est pour mieux comprendre, c'est pour avoir une trajectoire de développement des femmes dans l'entreprise. Donc premièrement, les chiffres pour corriger et pour faire évoluer nos entreprises. C'est la première mesure que j'ai mise en place. La deuxième mesure que j'ai mise en place, c'est finalement, parfois, on écarte des femmes par des biais inconscients. Par des biais inconscients. Ça ne signifie pas qu'on les a écartées volontairement, mais uniquement parce que nous avons parfois des référentiels qui sont déconnectés de la réalité. C'est quoi ces biais inconscients? Les biais inconscients, c'est avoir des stéréotypes de poste, de position, de profil par rapport à une carrière. Et donc, c'est mettre fin à ça. Et pour ça, c'est former, c'est expliquer, c'est donner des exemples. Et pour moi, c'est très important que nos managers soient formés aux biais inconscients pour que dans les processus de recrutement, eh bien, on ait une diversité de population et donc on puisse faire appel à tout type de profil, même si pour un poste donné, on pourrait imaginer un homme grand, fort, musclé. Eh bien non, finalement, ces stéréotypes sont derrière nous. Deuxième élément. Et puis, le troisième élément qui me tient à cœur également, c'est finalement l'égalité salariale. Alors l'index EGAPRO, on voit très bien que c'est un outil qui nous fait progresser et que nous devons déployer. Alors aujourd'hui chez Engie, nous visons les 100 points, nous n'y sommes pas encore, mais par contre ça nous donne la vision très fine dans nos organisations où nous nous positionnons et là où il nous faut placer le maximum d'efforts. C'est un outil de transparence, c'est un outil de progression. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Olivier,
Quelles sont les mesures que vous avez mises en place qui vous semblent les plus pertinentes aujourd'hui? Alors, en plus de celles que j'ai déjà évoquées, oui. Une fois de plus, je soutiens tout ce que vient de dire Gwenaëlle, et c'est bien, parce que ça veut dire que si tous ensemble, dans chaque entreprise, on fait ça, on va y arriver en fait. Je pourrais détailler sur la formation. On oblige, nous, on ne donne pas le choix, on oblige. Alors on a des bons outils de formation électronique, mais on oblige tous nos salariés à se former à un parcours sur l'égalité et sur la découverte des biais. C'est le point de départ. Si on ne forme pas les gens à ça, on ne va pas pouvoir les former ensuite, même au respect des différences, à la bienveillance. Il faut aussi expliquer ce que ça veut dire dans l'entreprise. Ça doit commencer par ça. Ensuite, j'aurais tendance à dire se faire accompagner. Personne ne va changer le monde seul. Je ne vais pas représenter Salesforce tout seul. C'est un travail collectif. Je suis donc accompagné par des groupes de salariés, dont un particulier qui s'appelle Women Network chez nous. C'est 9000 femmes et hommes. 9000 femmes et hommes dans le monde chez nous. Et ça, c'est intéressant. Vous nous dites que dans le Women Network, il y a des hommes et des femmes qui ont sont décidé sensibles de travailler ensemble. De passer du temps pour l'égalité des genres et pas de discrimination sur ce sujet. J'aime bien cette idée, je ne sais pas ce que vous en pensez. On mais en je trouve a ça bien. plus de 200 en France. Sans ce groupe, je suis mort. Je ne vais pas changer le monde tout seul. On va changer le monde ensemble. Donc, se faire accompagner. Voilà une autre mesure. Et j'ai parlé du congé paternité. J'ai parlé déjà de pas mal de choses. En parler tous les trimestres. Tiens, tous les trimestres, quand on présente la situation de notre business à notre équipe, ne pas oublier de régulièrement parler de tout ça. Si ce sont des valeurs et des priorités, il faut en parler. On a par exemple un objectif chez nous, c'est d'aider les associations. Chaque salarié dans notre société, on lui donne 7 jours par an en plus de ses vacances, on le paye 7 jours par an en plus de ses vacances pour qu'il aille être bénévole, si il ou si elle veut, pour aider les associations de son choix. Et moi, je compte. Et j'anime le réseau. C'est ce que disait Gwenaëlle tout à l'heure. Il faut mesurer. Il faut mesurer, mais il faut expliquer aussi. Si on est en dessous de la courbe, bah, on va progresser. Si on est au-dessus, c'est bon, on est tous contents. Et on regarde dans ces heures passées, et en ce moment c'est 30 000 heures pour Salesforce France, collectivement pour aider les associations en France, ça commence à faire pas mal d'heures, 30 000 heures par an. On regarde quelles sont celles qui sont plus sur l'éducation, ou quelles sont celles qui sont plus tournées sur l'égalité homme-femme. On regarde et on explique. Donc il faut être le plus clair possible. Philippe, tout à l'heure la ministre l'a dit, c'est important, les inégalités, les discriminations, ça coûte cher à un moment donné où les entreprises face à la crise doivent se préoccuper de leurs finances. Pourtant, le risque serait que justement, aujourd'hui, avec cette crise, les entreprises se préoccupent d'autre chose ou se disent oui, on a moins de budget, on a moins de temps pour se préoccuper de l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on arrive à en faire une priorité pour les leaders? Il y a un lien évident entre la diversité, l'égalité homme-femme et la performance des entreprises. D'abord, c'est ça qu'il faut dire et affirmer. Bon, toutes les études le montrent, donc on a des exemples et des preuves qui sont claires et qui sont rationnelles. On en discutait tout à l'heure. C'est pas juste quelque chose qui tombe du ciel comme ça. C'est que quand on oublie 50% de sa population dans la progression de carrière, dans l'accompagnement, dans la détection des talents, on est forcément moins performant que quand on les inclut. Cette notion de diversité est aussi une façon de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, ses clients, Thierry en parlait tout à l'heure. Donc il y a un lien évident entre ces éléments-là. Mais là encore une fois, ça va plus loin que l'égalité homme-femme. C'est une question de la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux de l'entreprise, de la façon dont on pense l'entreprise.
c'est l'égalité homme-femme est un des éléments, un des exemples effectivement très emblématiques, très forts, très symboliques. Mais derrière ça, il y a je crois un rôle très important de l'entreprise de se sentir comme étant un des éléments de l'intérêt général. On parle de la façon dont on peut attirer les femmes, mais la question aussi c'est d'attirer les jeunes aujourd'hui. De façon générale, qu'ils soient des garçons ou des filles. Quand vous voyez l'initiative qui a été prise par des jeunes sur l'initiative pour un réveil écologique, hein, qui est de dire nous on veut aller travailler dans des entreprises qui donnent du sens. Eh bien c'est ça. Donner du sens, c'est aussi montrer qu'on est une entreprise soucieuse de l'environnement, soucieuse de l'égalité, soucieuse de la diversité. Ah, justement, vous pensez que la finance verte, justement, ça peut contribuer à attirer plus de femmes dans la finance ? Mais la finance verte, si on dit il faut attirer les femmes et que les femmes doivent être uniquement des gérants de fonds verts, non, c'est une mauvaise chose, parce que ça veut dire qu'on va accentuer encore le stéréotype. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir Gecko et Wall Street et le loup de Wall Street, où là, on va avoir des hommes, et puis de l'autre côté, dans la gentille finance qui s'occupe des petites fleurs, on va avoir des femmes. Non, ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. En revanche, si on dit... Enfin, les femmes peuvent peut-être contribuer à ce qu'il y ait moins des loups de Wall Street et qu'on ait une finance qui soit peut-être c'est le sens, plus raisonnable. C'est le sens ça, c'est-à-dire que si on dit en revanche le métier de la finance doit évoluer dans son ensemble et la diversité est une des façons de faire évoluer ce métier et de le rendre plus connecté à l'économie réelle, moins opaque, plus transparent, plus efficace, plus proche de ses clients, alors oui. Et donc la finance durable, dans ce sens-là, est une bonne façon d'effectivement accélérer cette évolution. Thierry, nous en parlions tout à l'heure, hein. Vous nous avez dit que la diversité dans les conseils d'administration, c'était important, c'était essentiel justement pour progresser. Comment est-ce qu'on arrive à faire de la pédagogie quand on est un leader tel que vous, pour son management, pour que le middle management s'empare également de cette diversité et en fasse une priorité ? Je dirais c'est un enjeu qui est le même que celui de l'engagement local, que celui effectivement du développement durable. Le discours, et c'est une conviction personnelle, et c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à porter chez Transdev, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les résultats financiers et deuxièmement le comportement et les valeurs de l'entreprise. Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui respecte ses engagements financiers, mais qui maintenant a effectivement des engagements totalement transparent, totalement mesurable dans le domaine du développement durable, dans le domaine effectivement de la mixité, de la diversité et dans le domaine de son engagement local. Je ne crois pas qu'aujourd'hui les deux soient dissociables. Et ils se nourrissent l'un l'autre, hein, puisque l'un permet d'ailleurs d'améliorer la performance, mais il faut être transparent sur ces deux engagements-là. Et une fois que ça devient des engagements partagés, c'est facile de communiquer dessus. Il y a des exemples au sein de l'entreprise qui ont montré que ça marche très bien, donc ça aide à bâtir le discours. J'évoquais tout à l'heure la Suède, qui est un pays qui marche remarquablement bien, dans lequel les femmes avaient pris un rôle plus important. Maintenant, on a même un patron de la Suède qui est une femme, donc on a passé la bonne étape, je dirais. Et donc, ça montre bien qu'on a des histoires. Les histoires, plus la réalité, plus les objectifs qu'on partage, sont les éléments avec lesquels nous construisons le discours pour avancer. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi changer les comportements. J'ai bien noté l'idée de la formation, qui me paraît un élément important, parce que c'est des messages à répéter, je dirais sans cesse. Je crois également, mais je pense qu'on en reparlera, beaucoup aux quotas, parce que je pense qu'il faut aussi un peu contraindre. Je vous ferai un petit tour de table tout à l'heure sur les quotas. Et alors, puisque vous avez le micro, Thierry, on a parlé des propositions, de ce qui peut faire bouger les choses positivement, mais la ministre l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est encore un combat qui reste d'actualité, malheureusement, encore au XXIe siècle. Quels sont pour vous les principaux freins ? Le frein, c'est la force de l'habitude et les comportements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire... faut changer de comportement. Hein. Et ça suppose de faire les choses de manière différente. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est celle d'Einstein, qui consiste à dire qu'une autre définition de la folie, c'est faire la même chose encore et encore, et espérer un résultat différent. Si nous ne changeons pas, s'il n'y a pas un changement profond, il n'y aura pas de changement à l'arrivée. Donc ça veut dire qu'il faut que nous changions la façon de travailler, il faut qu'on s'impose des règles différentes, il faut qu'on s'impose des objectifs, parce que sinon on va repartir au travail et les mêmes règles donneront les mêmes résultats. Et ce changement de comportement, il doit être
vécu partout. On peut l'inciter avec des quotas, avec des règles, avec des incitations. Mais je pense qu'effectivement, c'est un changement profond qui doit, et j'aime beaucoup dans vos propositions, le fait que ça ne concerne pas uniquement l'univers de l'entreprise, mais la vie courante. Parce que si on veut changer, il faut que ça change dans l'information, dans l'éducation, dans presque l'attitude à la maison. C'est si pas presque, demain que ça change en fait dans l'entreprise. partie. Bien Voilà. sûr, ça en fait partie. Hein. Voilà. La manière dont on éduque filles et garçons, ça fait partie effectivement des choses qui vont permettre de faire évoluer la société globalement, c'est clair. J'aime beaucoup votre idée d'Einstein et que la folie c'est de répéter toujours la même chose. Gwenaëlle, la même chose. C'est quoi les freins principaux? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi long? Je dirais le premier frein, c'est le sourcing des talents, c'est-à-dire faire venir les jeunes dans nos entreprises. Et pour ça, par exemple, chez Engie, nous soutenons des associations et nous allons voir les lycéens, leur expliquer nos métiers. L'ingénierie, pour une femme, parfois, ça peut paraître loin, justement à cause de ces stéréotypes. Et donc, c'est expliquer, rendre ça humain, c'est partager. Et d'ailleurs, j'ai décidé de dédier une partie de mon temps à expliquer et à partager mon expérience, à être dans la transmission. Et je pense que ça, c'est utile. Travailler auprès des lycéens pour les orienter dans leur carrière et donner du sens à nos métiers, je pense que c'est utile. Donc le premier élément de frein aujourd'hui, c'est le sourcing. Le deuxième élément, on parle souvent plafond de verre, mais il y a aussi les parois de verre. Comment est-ce qu'on évolue de manière transversale dans nos organisations ? Eh bien là, c'est tout l'accompagnement interne, c'est la confiance, les valeurs de nos entreprises pour permettre aux femmes d'évoluer, d'avoir une carrière dans nos entreprises et de s'entourer pour y arriver. Et puis le dernier volet, ce que je vois dans nos entreprises, c'est parfois les femmes seniors, eh bien je me rends compte qu'elles ne sont pas nécessairement valorisées à leur juste titre. Et pour autant, on a des femmes qui ont du temps, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup d'expertise. Et ça, j'y tiens. Je pense que c'est très important de valoriser les femmes Sachez, seniors. que c'est un des thèmes de l'année prochaine qui commence dans un mois. On va parler justement des femmes après 50 ans, mais c'est très bien. Vous êtes visionnaire. C'est ce qu'on attend des leaders, c'est justement de la vision et des actions. Donc bravo, absolument. C'est intéressant tout ce qu'on vient d'entendre de Thierry, Gwenaëlle, c'est qu'en fait c'est quand même une transformation du capitalisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que pour que le capitalisme aujourd'hui perdure, il faut qu'il inscrive, et c'est d'ailleurs le sens de la loi Pacte, un rôle social à l'entreprise. Oui, exactement. En écoutant le panel, c'est exactement ce que je disais. Le capitalisme en est à un croisement clé de son chemin. Il faut arrêter de ne penser qu'aux actionnaires, ce qui a pu être une dérive des 50 dernières années, et toujours considérer les actionnaires, qui sont importants, mais comme un des éléments, des parties prenantes du capitalisme. Et s'intéresser à toutes les parties prenantes, stakeholders en anglais. Les clients, les employés, les partenaires, les actionnaires et la planète. Et la planète, bien entendu. Si on pense à toutes ces parties prenantes, on arrive à construire un capitalisme plus humaniste. Et les freins, parce que Valérie, tu voulais me poser cette question, les freins que je vois les plus importants, le premier, c'est ce que je vais appeler la manipulation, ou la roublardise, de tous ceux qui parlent, et qui n'agissent pas. Il faut qu'on fasse très attention à pouvoir comprendre ça. Et en même temps, plus on en parle, mieux c'est. Vous voyez? Donc c'est bien, mais il faut faire attention. Et le remède à ce frein, c'est d'agir et de laisser les gens juger les dirigeants sur les actions. Mais vous inquiétez pas, c'est super facile pour un salarié de savoir s'il a un manipulateur en face de lui ou pas, s'il a quelqu'un qui sait juste bien parler, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Et les salariés vont tout de suite réagir. Et le deuxième frein, le plus important, c'est la profondeur du problème. On est en train de parler d'une révolution, d'un changement de mentalité de la société, pas uniquement du capitalisme. Et ça pourrait faire peur. Comment allons-nous y arriver? C'est trop profond. Il faut tout changer dans les mentalités. Beaucoup en tout cas. Je propose comme remède de le faire pas à pas. Si chaque jour, on fait chacun un petit pas dans la bonne direction. Pas, mais un grand pas quand même. Mais ça fera un grand pas pour l'humanité au bout d'une année. Je vous le promets. Je vous le promets. Concentrez-vous sur les petites
victoire. Soyez fiers de vos victoires. Arrêtez tout quand ça ne marche pas, mais c'est pas grave, faites autre chose. Il faut avoir cet état d'esprit de beginner's mind, la mentalité des startups, et accepter de le faire pas à pas. C'est le remède que je propose pour ce deuxième frein. Très bien, merci beaucoup. Philippe. Je suis évidemment complètement d'accord avec ce que vient de dire. D'ailleurs, sur 50 ans, c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous savez, le fameux article de Milton Friedman qui dit que la responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de faire du profit, a été publié le 13 septembre 1970. Donc, il y a quelques jours, on fêtait le 50e anniversaire de ce fameux article qui a structuré toute l'évolution du capitalisme pendant des décennies. Et enfin, 50 ans après, on se rend compte, il n'est jamais trop tard pour bien faire, qu'on a fait fausse route avec ça. Y compris les grands patrons américains, d'ailleurs l'année dernière, dans la fameuse Global Roundtable, 250 patrons américains qui ont dit ben oui, on a fait fausse route. Alors bon, je ne sais pas s'ils en tirent complètement tous les conséquences aujourd'hui, mais ils disent on a fait fausse route, il faut qu'on parle des parties prenantes. Donc totalement d'accord avec ça. Les évolutions récentes, notamment la loi Pacte en France et la création des entreprises à mission est une bonne évolution. Et la façon dont on peut reconnecter l'entreprise à l'intérêt général. L'intérêt général, en fait, finalement, c'est quoi? C'est ce que nous disent les objectifs du développement durable, les ODD, dont un des objectifs clés, justement, est l'égalité homme-femme, mais il y a tout un tas d'autres choses. C'est une espèce de business plan de la planète. Ces objectifs de développement durable, c'est l'intérêt général. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour connecter l'entreprise à ce business plan, à cet intérêt général? Eh bien, en définissant une mission qui va au-delà de, effectivement, la recherche du profit et le fait que l'entreprise appartient, soi-disant, à ses actionnaires. Donc voilà, je pense qu'on est aujourd'hui dans ce moment-là. Et sur la façon de présenter des petits pas. Alors, c'est une façon de présenter les choses. Alors, c'est un peu connoté aujourd'hui parce que, après ce qu'avait dit Nicolas Hulot l'année dernière en disant on a trop, les petits pas nous permettent pas d'avancer. Je le dirais d'une façon peut-être un petit peu différente. C'est d'y penser tout le temps. Ce qui est un peu la même chose, mais c'est d'y penser tout le temps. Et c'est ça le leadership aussi. Voilà, l'égalité homme-femme, y penser tout le temps. Sur chaque sujet, sur chaque élément, sur chaque décision qu'on prend. Et montrer à ses collègues, à ses collaborateurs que c'est un sujet essentiel, que ce n'est pas quelque chose dont on parle une fois par an quand on publie l'index de l'égalité. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, à tous les moments, quelle que soit la thématique et le sujet dont on parle. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez abordé tout à l'heure, Thierry, donc vous êtes le premier à répondre à ça. C'est que l'une des mesures quand même qui est souvent évoquée, vous savez que tout à l'heure nous aurons deux célèbres avocats qui vont s'opposer, qui vont nous faire deux plaidoiries sur l'une en faveur des quotas, l'autre contre les quotas. C'est encore un vrai sujet, qui est d'ailleurs une question ouverte encore, et je ne sais pas ce que vous en pensez, Gwenaëlle, mais moi j'ai le sentiment que les jeunes femmes et les jeunes hommes qui arrivent sont en général contre les quotas, parce qu'ils se disent, mais non, on a une égalité de droit, une égalité de rêve, une égalité de compétences, et plus on progresse dans sa carrière, plus on se rend compte que ce n'est pas suffisant et que les quotas sont utiles. Mais j'aimerais avoir votre avis sur ces questions-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut des quotas aujourd'hui pour pouvoir faire des petits pas moyens, je vais dire, mais pour pouvoir justement mesurer et avancer? Thierry, c'est à vous que je pose la question. En tout cas, ce qui est formidable... Je pensais que la question était pour Gwenaëlle. Non. Voilà. Mais je dois dire, Thierry, que depuis tout à l'heure, vous prenez beaucoup de notes. Mais et moi, ça, je trouve ça formidable. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez beaucoup encore à progresser. Et ben, mais bravo. on lui a demandé au début de prendre des notes pour nous tous. Non, mais sincèrement, moi, je trouve que quand je vois des grands patrons d'entreprises comme la vôtre qui prennent des notes, je dis chapeau, c'est bien. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une vraie volonté de bouger. Si pour y penser tout le temps, j'ai beaucoup aimé l'expression y penser tout le temps, je vais la garder, la mettre en tête. Non, alors je suis personnellement tout à fait convaincu que les quotas sont une très bonne solution. Ça nous permettra de faire des grands pas, plutôt que des petits pas d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, les quotas, il y a deux manières de les voir. Il y a effectivement l'objectif de se donner un objectif à terme,
en termes de, je dirais, de féminisation et d'égalité au sein de nos COMEX et de nos CODIR. Je pense que si ce n'est pas du 50-50, c'est au moins du 40-60. Je pense qu'il faut reprendre le principe de la loi Copé-Zimmermann qui, de ce point de vue-là, est bien, parce que ça peut être aussi 60% de femmes et 40% d'hommes. Hein. Je pense qu'il faut effectivement trouver le bon équilibre. Et je pense qu'il faut se donner la règle, effectivement, immédiatement, que dès maintenant, les entrées dans les COMEX, ça doit être au moins du 50-50, tout de suite. C'est effectivement ce qu'on a mis en place. Et moi, je crois que la contrainte, loin de nous faire régresser, généralement nous fait progresser. Et sous contrainte, on réfléchit mieux, on réfléchit plus vite, et donc j'y crois fermement. C'est d'ailleurs l'une des mesures que vous avez identifiées dans notre livre blanc, hein, c'est étendre la loi Copé-Zimmermann au COMEX et au CODIR. Oui. Moi, je pense qu'il y a, parmi les mesures que je retire effectivement du livre blanc, il y en a 3 que je trouve importantes. La première, c'est les quotas, d'en faire effectivement une règle pour toutes les entreprises, pas simplement les entreprises cotées. La deuxième, c'est effectivement l'égalité salariale. Il faut qu'on avance beaucoup plus vite dans ce sens-là. D'ailleurs, chez Transdev, on est plutôt bien là-dessus. Toutes les enquêtes qui font qu'on est au-delà de 90%, on est plutôt même à 91% dans ce domaine-là. Et la troisième, c'est effectivement lutter très sévèrement contre le harcèlement. Et ça, je crois qu'effectivement, là-dessus, si quelque part les attitudes négatives ne se traduisent pas par des sanctions quelque part, nous n'irons pas assez vite là aussi. Je pense effectivement à ce qui peut se passer dans les transports publics, mais je pense également dans la vie de l'entreprise. Là-dessus, il faut être tout à fait intransigeant. Et si je peux me permettre, vous en avez choisi une autre, qui était appliquer l'index de l'égalité aux établissements et aux institutions publiques, collectivités territoriales, Assemblée nationale, Sénat, dans un souci d'égalité et d'exemplarité. Oui, ça doit être vrai partout, hein. Ça doit être vrai dans les entreprises, mais dans l'ensemble, effectivement, des secteurs. Absolument, parce que ça faisait partie des points qui avaient été abordés dans nos ateliers, c'est que finalement, l'index de l'égalité, pour l'instant, il ne s'applique qu'aux privés. Et il n'y a pas de raison. Et on a eu plusieurs participantes qui nous ont dit, mais nous, on est dans le public, et on aimerait bien aussi qu'il y ait le même souci d'exemplarité dans le public. Donc, je sais que vous avez retenu celle-ci également. Gwenaëlle, est-ce que vous êtes favorable au quota? Alors, mon credo depuis toujours, c'était on ne progresse pas si on ne mesure pas. Donc, première chose, mesurer. Et l'étape d'après, c'est se dire, finalement, quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Une fois qu'on mesure, on se fixe un objectif. Et donc, oui, je suis en faveur des quotas. D'ailleurs, la loi Copé-Zimmermann a montré qu'elle était un succès. Encore faut-il pénétrer toute notre organisation. Il ne s'agit pas non plus que de se fixer des quotas auprès des comités exécutifs, auprès des conseils d'administration, mais finalement aller au sein de nos organisations pour véritablement faire bouger les lignes. Et c'est pour ça qu'au sein d'Engie, nous avons poussé pour un objectif très clair, 50% de femmes managers à l'horizon 2030. Des choses claires, des moyens pour y arriver, c'est ça qui entraîne, c'est ça qui attire les femmes dans nos entreprises, pour montrer qu'effectivement, ça part du top et ça se profile à l'intérieur et de manière très granulaire dans nos organisations. Mais Gwenaëlle, comment est-ce qu'on fait pour ne pas antagoniser les hommes avec les quotas? Parce que c'est une vraie question. On a certains dans nos ateliers qui nous ont dit « Oui, mais chez nous, les hommes, ils disent « Oh, on en a ras-le-bol des femmes, et pourquoi c'est toujours la promotion des femmes ?» Voilà. Donc comment on fait pour ne pas antagoniser des hommes qui disent « Mais c'est aussi à notre tour d'avoir la promotion ?» Mais au contraire, c'est une histoire commune. D'ailleurs, vous l'avez bien dit. Vous aviez proposé d'étendre le comité exécutif pour non pas déprécier les hommes, mais pour accroître le comité exécutif, pour donner une place aux femmes. C'est une histoire commune à construire ensemble. Ce que nous voyons aujourd'hui, pour autant, c'est que les femmes, parfois, n'atteignent pas les postes de direction pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et ce qu'il nous faut, c'est mettre en avant les objectifs que nous souhaitons mettre en place pour, finalement, mettre fin au plafond de verre, aux parois de verre, et finalement, être dans l'action. Et puis on peut rappeler aux hommes que ça fait, s'ils en ont ras-le-bol, ça fait plus de 2000 ans que les femmes en ont ras-le-bol, si vous voulez. Donc on peut aussi leur rappeler ça. Absolument. Vous avez choisi une autre mesure, Gwenaëlle, qui était de renforcer l'intra-entrepreneuriat des femmes. Alors vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette mesure? Alors, l'entrepreneuriat et l'intra-entrepreneuriat des femmes, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement, d'ailleurs les idées nouvelles viennent à la fois des hommes et des femmes, mais la levée de fonds, par exemple, est un vrai sujet. Et on se rend compte que des femmes qui ont des bonnes idées ont plus de difficultés à lever des fonds. Comment est-ce possible? Et comment l'entreprise peut les aider? Eh bien justement, c'est leur apporter des soutiens et concrètement les accompagner dans leur levée de fonds. C'est ce que nous faisons aujourd'hui chez Engie.
Vous avez un exemple concret, par exemple, à nous... Oui, alors c'est tous les jours en fait, mais régulièrement nous avons des projets qui sont développés à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise et que nous allons accompagner, et des cas très concrets où on a vu qu'effectivement la levée de fonds était un obstacle. Comment est-ce possible? D'accord. Troisième proposition, c'est autoriser le télétravail partout. Alors on pourquoi parle cette beaucoup du proposition? télétravail pendant le Covid, mais au final le télétravail c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui existait déjà au préalable. Pourquoi? Parce que c'est une modalité, c'est un outil pour permettre de s'organiser, pour permettre de viser un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et c'est un élément important, et je pense que pour ça, il faut des outils digitaux, et il faut la capacité de l'entreprise à le permettre. C'est ce que nous avions déjà mis en place au sein d'Engie, préalablement au Covid, et qui s'avère d'autant plus utile dans les circonstances actuelles. Oui, parce que ce qui est important de préciser, c'est que c'est vrai qu'on a vu pendant la période du Covid, les femmes ont souffert parce qu'elles ont été à la fois au sein de l'entreprise, elles ont été aussi professeurs, elles ont été cuisinières, elles ont été femmes de ménage. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué de tout gérer à la fois. C'est pas le télétravail. Mais c'est pas le télétravail habituel. Exactement. Et est-ce que pour vous, qui êtes aussi donc une maman, vous pensez que ça peut aider sur justement l'équilibre vie privée, vie professionnelle? Oui, exactement. Alors pendant le Covid, c'était une situation terrible et vraiment difficile pour beaucoup de femmes. Moi, j'avais mes enfants de 4 ans, des jumeaux. Alors vous imaginez les réunions les plus importantes avec les jumeaux autour de moi en train de m'embrasser. Bon, mais ça a un petit côté sympathique aussi. Ça crée de l'émotion, ça crée de l'empathie, ça crée de l'attachement de nos salariés. Et donc au final, je trouve que je me suis sentie renforcée dans l'organisation. Donc il ne faut pas avoir peur finalement de ces moments-là, qui sont des moments intimes, mais que finalement les partager avec l'ensemble des salariés, c'est que finalement nous sommes comme les autres. Ça fait partie d'ailleurs de cette évolution du leadership. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Thierry, c'est qu'aujourd'hui, ça va être un leadership qui va être davantage basé sur la confiance et plus sur l'émotion et sur l'intérêt porté à ses salariés. On ne peut pas changer le capitalisme sans changer le rôle ou le travail d'un leader, en fait. On est en train de redéfinir complètement cela. Et ça, c'est la pierre angulaire du changement du capitalisme. Parce que, encore une fois, on ne va pas le changer tout seul. On va le changer si on arrive à le changer à toutes les strates de la société. Olivier, alors vous aviez choisi le congé de paternité à 12 semaines. Et la deuxième, c'est la sensibilisation à une attitude respectueuse vers l'égalité à travers une formation. C'est-à-dire, j'ai vu que Thierry avait pris des notes sur ça tout à l'heure. Je n'ai pas la question sur le quota? Ah si, bien sûr, pardonnez-moi. Bon. Alors, sur le quota... Olivier Derrien, êtes-vous favorable au quota dans l'entreprise? Alors, sur le quota, j'aurais tendance à vouloir dire que la destination n'a rien à voir avec le quota. La destination, c'est de recruter les meilleurs pour leurs compétences sur le job et de faire en sorte qu'il y ait 50% d'hommes et 50% de femmes en conséquence. Pour y arriver, les quotas peuvent nous aider à faire des pas moyens par rapport aux petits pas. Parce qu'on s'aperçoit que quand les gens sont forcés de faire des choses, surtout en France, on s'aperçoit que ça marche un peu mieux pendant une certaine période que sinon. Donc ça peut aider. Soyons pragmatiques. Mesure de rattrapage. Soyons pragmatiques. Par contre, si vous pouviez reformuler l'autre partie de la question. Ce sont vos propositions. Congé paternité à 12 semaines, sensibilisation à une attitude respectueuse vers l'égalité, formation au sein des entreprises. C'est les deux mesures que vous avez également sélectionnées. Et puis tout ce qui est autour de l'éducation, parce que comme tout commence à l'éducation, oui. Je suis enchanté de voir le nombre de projets qu'on vient partager avec moi dans l'entreprise pour aider des écoles, aider des jeunes à mieux comprendre. Donc tout ce que l'entreprise peut faire pour aider l'éducation nationale, je me souviens d'il y a un an qui était là, le ministre de l'Éducation nationale, c'est si important que les entreprises aussi jouent un rôle pour mieux se connecter avec les écoles. Pas uniquement les grandes écoles, pas uniquement la plus grande école de France, les écoles. Petites, dès la maternelle. Il y a énormément de choses. C'est un sacré chantier, celui-ci. Ouais. Et moi, je sais qu'on a beaucoup travaillé avec le think tank là-dessus et que c'est un thème majeur. Absolument. Je vous remercie d'en parler parce que vous savez que nous aussi, on aimerait, avec le ministre de l'Éducation, lancer la journée de l'égalité à l'école, qui permettrait vraiment de remettre ce thème au cœur de l'éducation. Et sur l'égalité salariale, je n'ai pas beaucoup parlé de ça moi-même parce que d'autres en ont parlé, mais je pense qu'il faut faire attention à faire ça en continu. C'est-à-dire tous les 6 mois, se challenger tous les 6 mois ou tous les 3 mois, c'est peut-être un peu beaucoup, mais tous les 6 mois, parce que les données, et seules les données factuelles, la réalité des données,
est fondamentale à regarder tous les 6 mois. Surtout pour des sociétés qui investissent dans d'autres sociétés, qui achètent d'autres sociétés, où tout peut changer. L'équilibre peut changer avec l'arrivée dans votre groupe d'un autre groupe. En 2 mots, il faut en penser tous les matins en se regardant dans la glace, en se rasant ou en se coiffant. En tout cas, nous, on a investi plus de 10 millions de dollars sur les 2 dernières années là-dessus pour égaliser. Et ensuite, quand on a regardé l'index égalité français, on s'est aperçu que c'était un autre angle d'analyse. Et ça nous a fait découvrir des points de faiblesse qu'on ne pensait pas avoir, mais qu'on a et sur lesquels on progresse, puisque chaque année, sur les 2 dernières années, on a gagné 5 points. Voilà. Philippe, même question avant que vous me repreniez. Est-ce que vous êtes favorable ou non au quota? et vous nous parlerez justement de l'éducation, parce que c'est aussi la mesure que vous avez choisie. C'est un outil essentiel pour faire bouger les choses et accélérer l'évolution, ça c'est certain. Alors sur les quotas dans les conseils d'administration, c'était d'une certaine façon assez facile, parce que c'était des nominations, et donc c'est facile de nommer en quelque sorte 50% ou 40% minimum de femmes ou d'hommes. Cela dit, fixer des quotas dans l'entreprise pour les postes de direction, ça implique de travailler complètement sur l'ensemble de la chaîne de promotion. Par exemple, chez Natixis, il y a cette question, il y a des plans de succession qui sont travaillés pour chaque poste, hein, comme dans beaucoup de grandes entreprises. Aujourd'hui, on s'est aperçu que dans 75% de ces plans de succession, il y avait des femmes. Et donc l'objectif, c'est de porter ça à 100%. Il faut que dans 100% de plans de succession, il y ait au moins une femme qui soit identifiée dans la succession. Voilà, ça, c'est des outils qui vont permettre d'aboutir à réussir les quotas. Et l'éducation, vous nous avez dit que c'était important aussi. Hein. L'éducation, c'est essentiel. Donc là, vous venez d'en parler, hein, le lien avec les écoles. Là aussi, Gwenaëlle parlait tout à l'heure de Black Lives Matter et donc de la diversité de façon générale. On essaye de faire un effort chez Mirova aujourd'hui pour aller chercher des stagiaires et des apprentis justement dans des écoles qui ne sont pas les écoles habituelles dans lesquelles on va chercher les stagiaires et les apprentis. On s'est rendu compte qu'il y avait une beaucoup trop forte proportion de nos stagiaires et apprentis qui provenaient des grandes écoles les plus prestigieuses, et donc on a décidé de faire des quotas là aussi en quelque sorte et d'aller chercher un pourcentage de nos apprentis dans des écoles qui sont de niveaux différents, en province aussi, dans d'autres endroits, dans d'autres communautés, et donc afin de diversifier notre sourcing. Bien, je vous remercie tous les 4, non seulement pour vos interventions, pour votre inspiration, pour vos actions. Et comme vous l'avez tous dit tout à l'heure, eh bien c'est un combat qui s'inscrit dans la durée. Donc nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour faire le point sur les actions que vous aurez mises en place. Et j'espère que les petits pas auront permis d'avancer. Donc rendez-vous l'année prochaine, mais surtout à partir du mois de novembre pour notre nouvelle année et nos nouveaux ateliers. Valérie, merci si à je peux vous me permettre, tous. Oui, juste une seconde, c'est partager avec vous ce que j'ai lu hier soir en revenant chez moi. Il était assez tard. Je voyais sur une salle de musique, je voyais la liberté est une note dans une symphonie. Et je propose de rajouter, mais l'égalité, c'est l'harmonie dans la symphonie. Bravo, je crois que ça mérite des applaudissements. Merci. Merci beaucoup à tous.